Bonjour, alors voici la prochaine vidéo au sujet de la méditation. Je vais essayer de répondre à la question que j'ai eue après la dernière vidéo de méditation assez dure. Et la question c'est comment gérer le flux des pensées. Très bonne question, mais ça explique pourquoi j'ai mis un petit peu de temps à répondre, euh, parce que c'est un très très vaste sujet, très très vaste. Et donc, du coup, j'ai pris un peu de temps de préparer. J'ai même pris mes petites notes et tout ça, parce que sinon, ça me fait trop cogiter moi-même, d'ailleurs, pendant cette vidéo. Euh, Forcément, j'ai dû faire un choix. On ne peut pas tout dire en une seule vidéo. Et il y a des différentes approches possibles. Euh, Quand j'entends comment gérer le flux, des pensées, et il y a deux aspects, en fait. Il y a le côté de comment diminuer le nombre de pensées, parce qu'il faut croire que la personne qui a posé les questions est gênée par ses pensées, parce qu'elles sont trop nombreuses, trop insistants. On a l'impression d'être submergé par les pensées. Et à ça, il y a deux réponses. Enfin, il y en a peut-être plus, mais enfin, je le classe dans deux catégories. Et c'est de comment faire pour en avoir moins de pensées et de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on les a, les pensées. Alors, le dernier, de comment faire une fois qu'on a les pensées, ça c'est plutôt le sujet central de la plupart des techniques de méditation. Et j'en parlerai, mais dans d'autres vidéos, plusieurs sûrement. Euh, Ça, c'est ce qui se passe pendant la séance de méditation. Là, je veux aborder plutôt l'autre côté, le côté de comment avoir moins de pensées, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui se passe en amont et autour de la méditation, peut-être pendant la méditation aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose que vraiment qu'on peut faire en préparation. Et pour ça, on va essayer déjà de comprendre tous les processus mentaux en fait, de qu'est-ce qui fait que ces pensées sont générées, qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent, comment ça fonctionne. Et quand on comprend mieux comment ça fonctionne, on pourrait peut-être adopter d'autres attitudes et éviter les circonstances dans lesquelles elles ont tendance à monter en nombre. Voilà. Donc pour bien comprendre ça, il faudrait que je regarde ma petite feuille. Euh, oui, ce que je voulais dire avant. Quand on va voir comment avoir moins de pensées, notre raison pourquoi je voudrais aborder ça, c'est que avoir une bonne attitude envers les pensées une fois qu'elles sont là, c'est bien quand il n'y en a pas trop. Quand il y en a énormément, c'est beaucoup plus dur. Donc ça devient beaucoup plus facile en fait d'appliquer les méthodes de méditation où on va en somme souvent dire il faut être le témoin de ses pensées, bien qu'on le soit déjà, mais bon, en être conscient au moins. Et, mais c'est beaucoup plus facile quand il y en a un peu moins. Hein. C'est de sentir la petite brise sur ma peau est bien plus facile que de sentir une grande tempête avec une pluie battante, quoi. Hein, voilà. C'est aussi un peu de ce qu'on vit quand on sort de l'autoroute. Hein. On est parti en vacances, on a fait des heures de route, on a roulé à 130 toute la journée. On sort de l'autoroute, on tombe sur un petit chemin communal, il faut rouler à 50. On a du mal. Mais c'est à peu près la même chose. Donc, ah oui, une autre chose, les deux
approches. Donc aussi bien de chercher à avoir moins de pensées tout court, et le côté euh, d'adopter la bonne attitude face au flux de pensée quand il est là. En fait, l'un amène à l'autre. C'est-à-dire quand on commence à être conscient comment fonctionnent les pensées et de comment ça fait que ça émerge et qu'on le fait à fond, forcément, à un moment donné, on adopte le bon positionnement face aux pensées. On va arriver naturellement déjà aussi à ce point à dire mais pour mieux les gérer, pour faire que ça diminue, quelque part on est devenu conscient comment ça fonctionne, et quand j'en suis conscient, c'est que j'en suis le témoin. Okay. L'autre approche à être juste le témoin, à force d'être le témoin, on devient conscient comment ça fonctionne, et naturellement, les attitudes qu'on avait, les habitudes qui faisaient qu'elle émerge en nombre, mais on va plus s'engager dedans. Donc, n'ayez pas peur que je ne dis que la moitié de l'histoire et que l'autre moitié est perdue. L'un amène à l'autre, et d'ailleurs, mon propre approche, c'est de faire les deux, puisqu'on en a la possibilité. Et de toute façon, on va passer par les deux aspects. Peu importe le chemin qu'on prend, ces deux aspects-là, on va les rencontrer sur le chemin de la méditation, toujours, toujours. Donc autant faire les deux en même temps. Ça fait avancer beaucoup plus vite. Bien. Alors, commençons déjà par faire la différence entre avoir des pensées et des pensées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez ça, qu'il y a une différence. Des fois, on a juste des pensées, il y a des choses qui passent par la tête, ça défile, mais on ne s'est pas forcément mis à réfléchir, à penser, à produire les pensées. Il y a une différence entre avoir des pensées et l'activité mentale qui en produit, d'en réfléchir. Hein, c'est une grande différence. Et déjà, d'avoir pris conscience de ça, c'est déjà un très grand pas. Pour donner un exemple, même quand on fait rien, on va par exemple dire tiens, je commence à méditer aujourd'hui, et je m'assois et d'un coup je dis oh là là, j'ai oublié d'acheter du pain. Okay. Ça, c'est une pensée qui arrive tout seul. Mais si je veux dire oh là là, mais j'étais bête que j'ai acheté du pain, que j'ai pas acheté du pain, il va falloir que j'y pense. Il ne faut pas que j'oublie qu'après la méditation, que je le note quelque part. Parce que c'est vrai que quand on n'achète pas du pain, après, c'est l'autre qui va me dire et ça y est, je commence à y penser moi-même. J'en rajoute. Okay. Donc, le fait de rajouter, c'est vraiment quelque chose qui est traité, on va dire, de façon le plus efficace par l'autre approche, de dire comment je fais une fois que j'ai des pensées. Le côté d'avoir les pensées qui semblent émerger spontanément, ça c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, et c'est où on va essayer de diminuer ce flux spontané. Okay. Donc, une fois qu'on a compris qu'il y a des pensées qui défilent et il y a l'activité des pensées, on peut voir aussi que les pensées en fait sont organisées par fil, par enchaînement. Même s'il n'y a pas forcément beaucoup de logique et c'est beaucoup plus de façon associative qu'on passe d'une pensée à une autre, c'est quand même un enchaînement. On peut tester pour voir des fois. Une fois qu'on a attrapé une de ces fils, une de ces pensées spontanées,
et que ça commençait à se défiler, on peut rembobiner un petit peu le truc et vous verrez que l'un a amené à l'autre de façon bizarre des fois, mais il y a bel et bien un enchaînement. Alors, ça, chaque fil a aussi ses ramifications, quelque part. Donc, c'est exponentiel. Dès qu'une fil commence, le nombre de pensées qui va se développer est exponentiel. Donc, l'idée, c'est d'éviter que ces fils démarrent. Okay. Ça, c'est l'idée de comment on va faire en sorte d'avoir moins de pensées. Éviter que ces fils démarrent. Okay. Euh, alors, autre chose qu'on peut observer par rapport aux pensées, c'est que ces fils qui démarrent, il n'y en a pas beaucoup euh, quand on fait rien, quand, quand il n'y a rien à organiser ou à planifier. Parce qu'il y a quand même du bon sens hein, aux pensées, il y a une utilité. Euh, Ça permet voilà, d'organiser, de planifier des choses. Si, par exemple, là, je dois faire une vidéo, il y a quand même une certaine activité intellectuelle qui fait que je prends le bon appareil, je m'installe, je prévois qu'il y a du temps libre pour le faire, je prépare mes notes, je organise le sujet. Il n'y a aucune mal. On n'en souffre pas de ça. Mais quand il y a, par exemple, un problème à résoudre, vous verrez là, ça devient beaucoup plus abondant. Hein, c'est juste organisé. On réfléchit pendant qu'on fait. Mais quand il y a un problème à résoudre, déjà, ça devient beaucoup plus nombreux. Okay. Donc déjà, si c'est juste quelque chose que j'ai envie de faire une vidéo, le nombre de pensées, ça va. Que j'ai dit, c'est ah oui, j'ai un problème, le son passe pas, ou j'ai pas le bon câble, ou etc. Ça devient déjà plus nombreux. Mais là où ça explose vraiment, d'accord, c'est quand on dit il faut. Ah oui, il faut que je fasse une vidéo. Là, c'est pas abondant, c'est débordant. Ça déborde. Euh, Tous les il faut et aussi un qui est très méchant dans ce type-là, c'est le pourquoi. Mais pourquoi j'ai pas le bon câble? Hein? Pourquoi? Et pourquoi il fallait d'ailleurs que... Laisse tomber. Donc, on voit bien que notre état d'être a une grande influence sur le nombre de fils de pensée qui émergent, sur le nombre de pensées spontanées que l'on a sans que on cherche forcément à y participer dans ce fil-là et penser. C'est ça que je trouve la différence entre avoir des pensées et penser. Avoir des pensées, c'est les fils de pensée qui émergent, et penser, c'est participer dans cette file-là, soit de les suivre, soit de les combattre, mais en tout cas participer à ce mouvement. Okay. Bien. Donc, c'est bizarre parce que j'ai pas dans le vide, j'ai pas une caméra, donc je ne peux pas savoir si vous avez déjà compris ça. C'est important de le comprendre déjà, parce que ça vous situe en fait là où finalement je vais livrer quelques astuces après pour éviter ça justement. Eh bien, parlons justement de ces états d'être. Hein. Il y a certains états d'être qui sont très habituels, très répandus.
et qui nourrit énormément ces fils de pensée. Déjà, ils les font émerger et par la suite, en plus, ils les nourrissent et qu'ils le font ramifier et multiplier de façon exponentielle. Euh, on a souvent trop de pensées parce on est trop agité. Il y a une différence. Être actif, c'est une chose. L'action n'est pas un problème. Agir, c'est pas un problème. Mais être agité, ça oui. Alors, cette agitation, disons que souvent, elle vient du conflit. Elle vient du conflit entre ce qui est et de ce qui devrait être, ou de ce qui doit être, selon notre conviction en tout cas. Euh, Par exemple, tout ce qu'on a réprimé, tout ce qu'on a étouffé. J'ai envie de chanter, mais je ne peux pas chanter parce que quelqu'un va me dire que je chante comme une casserole et c'est faux. Et de toute façon, je vais être mal vu et puis il ne va plus m'aimer. Et quand je ne suis pas aimé, mais je suis exclu. Et quand je suis exclu, je ne fais plus partie de la société. Et quand je ne fais pas partie de la société, je vais mourir. Ce genre de truc. Okay, donc forcément, on va le réprimer. Et il y en a plein d'autres choses comme ça. Tout ce qu'on ferait spontanément, on va le réprimer. Et en contrepartie, le truc qui crée encore plus le conflit, c'est oui, mais j'avais envie de le faire. Ce qui n'est pas vraiment vrai. C'est juste, on allait le faire spontanément, sans réfléchir, sans dire que ah oui, mais je suis un chanteur dans l'âme. Ah non, mais j'ai le droit quand même. Et toutes ces pensées, ils viennent en fait en réaction euh, par rapport aux pensées qui font qu'on le retient. C'est leur contrepartie en fait. Ils vont de pair. Mais c'est une paire conflictuelle. Et tout ce conflit, ça crée un genre de folie en fait. Et pour être le garde-fou de tout ça, il faut beaucoup de pensée. Parce que c'est en fait un conflit qui ne peut pas être résolu parce que le spontané, le moment spontané est déjà perdu. Même si on va chanter maintenant, on peut, mais ce ne sera plus jamais le côté spontané que ça l'était. Donc, c'est ces côtés à ne pas être spontané. Et tout ça, ça fait qu'on se retient et ça crée justement l'agitation. On est tout le temps agité parce que ces deux-là sont en train de se battre. On est quelque part assis sur un volcan, comme on dit. Et ça génère beaucoup de pensées pour maintenir toute cette pression pour éviter que ça n'éclate. Ça, c'est déjà une chose. Un autre, c'est on génère beaucoup de pensées du fait qu'on est trop occupé. Vraiment, euh, il n'y en a pas un moment de vide en fait. Tout est mis à profit. Tout est mis en activité, en agitation aussi bien sûr. Il n'y a jamais un moment de rien. C'est comme les petits jeux avec les petites voitures là, où fallait le sortir de l'embouteillage là. Ils sont sur un plateau, tu as plein de voitures, sont dans un cadre et il faut les glisser les uns les autres. Et en fait, il faut au moins enlever un pour que ça puisse bouger. Et bien, c'est la même chose. Il faut créer au moins un peu d'espace. Il faut toute cette occupation, ça vient souvent parce que il y a trop de peur, trop de choses il y a trop de peur. Il y a une peur quelque part quand je me détends. Si je fais rien, je vais perdre le contrôle et, et tout va aller mal. J'ai envie de dire déjà comme si du contrôle
on en a. Hein. On veut bien croire qu'on a du contrôle, ça se discute. Mais ce besoin de garder le contrôle nous tient, en fait, quelque part dans cette occupation permanente. Et le risque, c'est justement que, mais plus qu'on veut garder le contrôle, plus que on va vers le jour où en fait on ne le contrôle pas parce que ça éclate, en fait, tout simplement. Mais ça génère beaucoup de pensées, parce que c'est pas naturel d'être occupé tout le temps et toutes ces peurs font que, mais il faut l'organiser tout ça. On l'a déjà vu, le mental est là pour organiser et planifier. Si on veut planifier le fait d'avoir toujours le contrôle, c'est infini. C'est infini. Ça ne s'arrête absolument jamais. Donc on est tout le temps occupé. Ça, c'est une grande, grande source de pensée. Un autre, c'est on est trop fixé. Ouais, ça, c'est les il faut. Il faut, tout le temps. On est trop raide. Ça aussi, ça crée un conflit quelque part entre ce qui est et ce que nous, on dit, ce qui doit. Hein. Euh, pour le petite anecdote, à un moment donné, j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration et j'avais le patron et toujours, quand le personnel mangeait, il venait et il piquait une frite. Comme ça. Il a dit, ah, mais ça se fait pas. Et un jour, je lui ai répondu, mais si, la preuve. C'est bien sûr que si, ça se fait, puisque vous le faites. C'est ça, mais c'est typiquement ce genre de conflit virtuel où on peut. C'est sans limite parce que c'est virtuel. On peut être constamment en conflit avec ça, mais on est fixé. J'avais noté, voilà, nos idées fixes, nos croyances, nos convictions, euh, tout ce qu'on croit savoir, toutes ces choses-là, on les fixe alors que la vie change tout le temps. Et parfois elles sont utiles, elles sont adaptées, et parfois, mais pas du tout. Plus qu'on est fixé et raide comme ça, moins qu'on est en accord avec la vie, et plus qu'il faut des pensées pour organiser et planifier notre attitude qui fait en sorte qu'on puisse maintenir ces convictions fixes alors qu'elles sont complètement dépassées. Les habitudes aussi en font partie. Les habitudes maintiennent quelque chose de fixé, d'arène, et qui n'est pas du tout adapté. Et ça demande beaucoup de pensée, même si on pense que, maintenant, penser, une habitude, on, on le fait mécaniquement sans réfléchir, bien que ce soit vrai, il faut beaucoup de pensée à interpréter de tout ce qu'on perçoit de notre entourage et de la vie pour maintenir cette habitude en place, parce qu'on peut seulement maintenir cette habitude en place quand on interprète tout ce qu'on voit dans ce sens. Hein. Euh, Par exemple, j'ai l'habitude d'ouvrir les fenêtres tous les jours 1 heure. Peut-être, voilà. Là, ce jour-là, il pleut. Je vais encore ouvrir les fenêtres. Et quelque part, je dois générer les pensées que c'est pas grave parce que mais le frais de chauffage, ça, bon, on va trouver une solution, etc. Et tout. Le fait que la pluie rentre et tout est trempé, il faut organiser tout ça. Ça crée énormément d'activités juste pour maintenir cette habitude en place. Euh, une autre source de pensée, c'est parce on est trop distrait. Hein. Euh, on est tout le temps, on est attiré partout. C'est comme on dit, c'est un chien, on lance un bâton et il court, quoi. Il sait même pas pourquoi, mais il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vraiment le côté où on est super accro, en fait, à toutes nos expériences et nos sensations.
Et ça, on est maintenu, on est un peu en état d'alerte, comme si on doit surveiller tout le temps des choses qui peuvent nous menacer, etc. Et ça génère aussi un nombre de pensées de fou, quoi. Parce que je pense à une chose, et puis hop, je pense déjà à un autre, et à un autre pensée, et une autre, et une autre. Mais à chaque fois, je change de sujet, et mais génère à nouveau un fil qui correspond à ce sujet-là. Donc le nombre de fils qu'on met en route, c'est énorme, énorme. Euh, et le dernier de ce que j'ai relevé, il y a sûrement d'autres, hein, mais j'ai relevé un autre, c'est on a trop de pensées parce qu'on est trop fatigué. Celui-là semble peut-être un peu surprenant, mais si vous regardez bien, vous verrez que quand vous êtes en pleine forme, vous réfléchissez beaucoup moins que quand vous êtes fatigué. Plus on est fatigué, plus on a tendance à euh, mentaliser et à réfléchir, et à avoir plein de pensées. C'est quelque part logique, plus ou moins, par ce côté de tout ce qui veut que je garde le contrôle, tout ce qui veut que je sois fixé sur les choses, les choses où je dois faire attention à tout ça, euh, que je dois maintenir tous mes interdits en place, etc. Forcément, déjà, vous imaginez bien que ça prend une énergie fou, hein. Donc c'est déjà une raison pourquoi on est trop fatigué. Mais ça, puisque ça demande beaucoup d'énergie, quand on est fatigué, ben, on ne peut pas le fournir. Et pourtant, donc toutes ces peurs, tout ce que ça masque, ben, ça remonte. Et c'est donc vous voyez, c'est un cercle vicieux, c'est un système presque autonome qui tourne sur elle-même, hein. Et, et pourquoi on est trop fatigué aussi, c'est parce qu'on ne respecte pas les cycles habituels, quoi. C'est comme la respiration, il y a un temps d'être actif et il y a un temps de repos. Et en fait, cette tête n'est jamais au repos. Alors, donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Alors, pour pouvoir remédier un petit peu à tout ça, hein, parce que voilà, là j'ai dressé les tableaux qui sont là quand même bien noirs, il y a quand même des moyens. Dans l'absolu, je dirais de déjà, on peut dire, dépasser ses peurs et éviter d'être en conflit entre ce qui est et de ce que vous considérez de ce qui devrait être ou de ce qui doit être. Euh, c'est plus on est aligné entre ces deux choses-là, moins il y a des pensées, tout simplement. Donc c'est vraiment une attitude globale, mais ça reste un petit peu abstrait et peut-être pas forcément accessible tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des pratiques de méditation et autres. Euh, que je disais qu'on est trop agité parce qu'on est assis sur un volcan, il faut peut-être commencer de façon maîtrisée, dans un cadre sécurisé, à commencer à vider le sac un petit peu. Euh, Parce qu'il faut enlever, c'est une cocotte minute, il faut enlever un petit peu la pression, quoi, hein, avant que avant que ça éclate. Pour le faire, quand vous allez le faire, euh, évitez, hein, du coup de vouloir analyser tout ce qui sort. Parce qu'en fait, ça ne fait que générer des pensées et des croyances et tout ça, ça va alimenter à nouveau la machine qu'on essaie justement de soulager un petit peu. Donc des thérapies de dire ça y est, j'ai écrit tout ce qui n'allait pas dans mon enfance et les autres qui m'ont fait du tort, etc. Et c'est parce que, ici, parce que, il y a ça. En fait, vous échangez en fait une croyance et une paquet de pensées pour une autre qui vous convient peut-être mieux à votre sens d'identité ou personnalité ou d'autres convictions que vous aviez déjà. Mais
et ça diminue pas en nombre. En fait, ça peut même en rajouter. Donc, pour vider le sac, moi j'essaie d'éviter en fait de passer trop par quelque chose d'intellectuel, hein, ou de verbal, mais plutôt tout simplement se défouler. Euh, Aller courir, aller sauter, danser, chanter à tue-tête, raconter n'importe quoi, ou juste faire voilà. Tous ces trucs-là, en fait, tout ce qui est euh, mouvement et expression spontanée, ça marche super bien, hein. C'est, comme je l'avais dit, le problème avec tout ce qu'on a refoulé, c'est que on a raté l'occasion d'être spontané. Et même en le faisant de force ou autre, enfin, etc., si ce n'est pas spontané, ça vide pas vraiment le sac. Donc quand je dis spontané, c'est qu'elle n'allait pas après non plus essayer de le comprendre ou de le noter et d'en tirer des conclusions. Il s'agit du spontané et pas d'un tel ou tel sens. Et pour ça, donc aussi improviser, danser spontanément, juste bouger librement, tout ce qui est spontané en fait vide ce sac. Et peut-être que des choses sont remontées, ont été exprimées, mais il n'y en a pas besoin de savoir de qu'est-ce que c'était qui est sorti. L'important c'est juste que ça sort et que le soupape, ça soulage. On a juste enlevé la pression. C'est tout ce qu'on cherche à faire. Ouais. Le côté pour être tout le temps occupé, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout simplement se détendre, hein. Bien qu'on a peur de perdre le contrôle et d'être détendu, la meilleure façon de se libérer des peurs, c'est de faire face et tout simplement se détendre, comme c'est fait. Tout ce qui était en place pour éviter, dans cet esprit de mais qu'est-ce qu'il arrivera si je fais, etc. Tout ça, ça n'a plus aucun sens puisqu'on l'a fait. Et ont perdu leur utilité, ils lâchent l'affaire. Ça a été dépassé. Donc, juste se détendre et quitte à vouloir organiser et prévoir tout dans votre agenda, prévoyez des moments de rien. Faites en sorte que dans vos journées, il y a des moments où rien n'est prévu et même pas méditer, même pas de dire c'est un moment que je vais faire la relaxation, etc. Parce que c'est une activité aussi, c'est aussi une occupation. Mais juste au moment où rien n'est prévu et juste vous faites spontanément, justement, mais ce qui vient, cette ouverture, on en a absolument besoin. Absolument. Euh, pour remédier à côté d'être trop fixé, trop, voilà, dans nos convictions, trop dans nos habitudes, trop, quand c'est trop raide. Euh, c'est difficile de dire lâcher prise. Bien sûr, on l'a entendu partout. Mais des fois, c'est un petit peu comme si quelqu'un il tombe du haut d'un immeuble et je vais lui dire écoute, ça va faire très mal quand tu arrives en bas, il vaut mieux que tu fasses demi-tour. C'est... Non, je dirais, pour remédier à ce côté trop fixé, c'est de faire en sorte que de faire circuler, de garder le mouvement. Euh, et donc, du moment qu'on est dans le mouvement, dire plutôt, soyez un peu plus dans l'action des fois que la réflexion. Parce que pour faire les choses selon nos croyances, ça demande énormément de préparation. Et en fait, si pendant ce temps-là, vous avez déjà commencé à le faire,
tout le côté qui est trop fixé. Ah, mais il faut que je sois en sorte qu'il faut que c'est parfait, tout ça. C'est juste dépasser en fait. Ça va lâcher l'affaire aussi puisque vous êtes déjà en train de le faire. D'accord. Euh, le côté où on est trop distrait, on est trop de partout, trop, voilà, euh, trop en alerte tout le temps, en train de tout surveiller, ce qui génère beaucoup de ces pensées-là. Euh, c'est quelque part ce même conseil d'être soit on est dans l'action, soit on n'est pas. C'est-à-dire soit j'en fais un truc, soit j'accepte que c'est tel que c'est. Euh, donc c'est quelque part cultiver la confiance, de se rassurer. Hein. Pas quelque part. Il y a deux façons. C'est se rassurer, ça peut se faire en disant que mais de toute façon vous êtes déjà quelqu'un de très gentil et on vous aime très fort quoi qu'il en soit. Et l'autre côté, c'est de reconnaître que de toute façon la maîtrise complète, de toute façon, on n'y arrivera jamais. Et quelque chose sans défaut, ça n'existe pas non plus. Donc vas-y, vas-y. Hein, hein. Euh, Quand on a déjà fait tout ça, déjà vous verrez que vous êtes beaucoup moins fatigué. C'était le dernier point. Vous serez déjà beaucoup moins fatigué. Parce que ça demande une énergie de fou tout ça. Euh, mais pour avoir une meilleure énergie, bon, il y a énormément de choses. Avoir une meilleure alimentation, il y a à faire suffisamment d'exercice physique, mais aussi du repos. Mais ça, on le connaît. Mais ce qu'on ne fait pas forcément toujours attention, c'est qu'il faut équilibrer. Il faut respecter les cycles naturels. Comme la respiration, il y a un moment d'être actif, il y a un moment d'être au repos, il y a un moment de réfléchir à ce qu'on va faire, il y a un moment de le faire. Il y a un moment de s'exprimer et il y a un moment d'écouter. Ça évolue assez naturellement, mais on ne suit pas forcément le mouvement, on est toujours à côté en fait. C'est quand le moment est au repos et on commence à s'agiter parce que voilà, il faut. Et une fois qu'on y est, on est en train de freiner parce que ça va pas forcément comme il faut. On n'est jamais en phase, quoi, en fait. Juste de mieux écouter ces cycles naturels, de les respecter et essayer d'adapter le plus possible votre agenda en fonction. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas trop l'occuper et le remplir, puisque vous ne pourrez pas être en phase de ces cycles-là si vous avez déjà pris trop d'engagement de partout. Euh, Ça, c'est des choses qu'on fait déjà globalement pour avoir moins de pensées en général, au quotidien, dans toute votre vie. Maintenant, euh, mis à part que cette question de comment gérer le flux de données, il y a eu d'autres questions aussi, de dire oh mais j'ai fait d'abord ça parce que tel type de méditation, parce que les types de méditation on fait rien, je ne peux pas encore, etc. Euh, de façon plus courte, ça se dit aussi, c'est effectivement, il y a certaines techniques qui est d'abord à mener à quelque chose de plus calme, où il y a moins de pensées, et ensuite on va vers ce côté où on prend en charge les pensées une fois qu'elles sont là. Euh, mais on peut faire plus court encore, et c'est au niveau de chaque séance de méditation que vous faites. Si vous allez faire votre méditation directement après une journée d'activité très chargée, où il y a eu beaucoup de conflits, où vous avez été appelé un peu partout et que vous étiez à droite et à gauche, etc. Forcément, le nombre de fils de pensée en route, c'est très dense, c'est très étendu. Et de juste s'asseoir à ce moment-là tout de suite pour méditer, ça va être comme la sortie d'autoroute, ça va être
très difficile. Vous n'arriverez pas à rouler à 50 quand vous devez rouler à 130 toute la journée. Donc, pour ça, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, et que je vais vous proposer d'essayer, de tester, hein, pour en faire votre propre idée, c'est d'avant faire la méditation, d'abord de sauter un peu comme au fou, de se secouer tout le corps, ou alors faire 3 tours de pâté de maison en courant, sortir un petit peu toute cette folie. Pas trop, pas non plus complètement à s'épuiser, parce qu'il va trop fatiguer, on n'arrive pas à méditer non plus. Mais se défouler un petit peu, quoi. Hein. Chanter à tue-tête, voilà, ce que vous voulez. Ensuite, vous prenez une phase où du coup, vous pouvez déjà commencer à détendre et laisser circuler, parce que une fois qu'on se défoule, tout ce qui remonte, ça monte énormément votre niveau de vitalité aussi. Et maintenant, il faut que ça circule, parce qu'il ne faut pas que ça se fixe, parce que tout ce qui est fixé va générer à nouveau des pensées. Donc, pour ça, ensuite, vous prenez votre douche, je sais pas, vous vous mettez à bien respirer, vous prenez des grandes respirations, et vous faites des étirements, etc., légèrement, voilà. Déjà, ça y est, en plus, on commence à ralentir et ça circule bien. Et une fois que ça a été circulé, on prend conscience de ok, bon, je suis là. Et vous commencez déjà à vous mettre dans l'état d'esprit que je vais méditer. Donc, au lieu d'avoir eu votre attention qui allait à droite et à gauche, là, vous commencez à déjà plus être concentré sur une seule chose. Donc, votre attention non plus ne se balade pas partout, il est déjà plus avec une chose là. Et là, une fois que vous êtes déjà plus calme, plus concentré, plus soulagé, entendu, eh bien, là, vous allez faire votre pratique de méditation avec la technique que vous voulez. Vous faites ça un temps et vous terminez chaque séance par un moment de rien. Parce que d'une certaine manière, on reste actif, on reste fixé sur notre technique. On est occupé par le fait de faire la méditation. Et donc, même si c'est très subtil, on fait quand même quelque chose. Et c'est très chouette, même si ce n'est que 5 minutes ou moins si vous n'avez pas le temps. Mais ok, je me fixe un temps de méditation, jusqu'à là, vous mettez une alarme si vous voulez. Et après, je prévois déjà un temps aussi que je ne fais rien. Voilà, juste rien. Juste là, je ne médite pas, je ne vais pas observer de voir comment ça se passe. Juste, c'est là, je ne fais rien. Ce temps-là aussi, vous pouvez le limiter si vous voulez avec notre alarme ou une alerte ou une notification sur le téléphone, peu importe. Vous faites rien. Et après, quand vous allez reprendre les activités, dans le meilleur des cas, vous prévoyez que vous n'avez pas tout de suite un rendez-vous important prévu derrière. Ça va être super violent. Si vous avez réussi justement à être tellement plus calme, il y a beaucoup moins d'activité mentale, et après on doit tout remettre en route tout de suite, tout le terrain qu'on a gagné, il est perdu aussitôt. Donc, vous prévoyez qu'après, oui, je vais peut-être faire à manger ou un autre petit truc simple à s'occuper du foyer, un truc à s'occuper, mais assez simple. Et qui fait la transition, qu'on n'a pas besoin non plus tout de suite l'interaction avec d'autres gens. Parce que dans l'interaction sociale, il y en a énormément de ces trucs, des fils de pensée aussi qui émergent, toutes ces choses, on a parlé avant. Donc,
pour avoir moins de pensées, pour résumer, éviter les situations où on est en conflit entre ce que je suis et de ce que je suis convaincu que je devrais être ou que je dois être ou que je dois arriver à devenir, de ce que j'aurais dû ou que j'aurais pu. Voilà, c'est c'est ça, tous ces conflits-là, c'est ce qui génère le flux de pensée spontané. C'est parce que, c'est déjà comme on a vu au départ, c'est que ça crée le problème. Alors que je ne suis pas un problème. Je suis ce que je suis, ce que je suis. Ce n'est pas un problème. Et si en plus je vais dire non mais, parce qu'il faut que je saute ça, et pourquoi je ne suis pas un autre, c'est sans fin. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire déjà au quotidien. Mais autour de notre séance de pratique de méditation, on peut énormément faciliter cette pratique si on l'introduit par un moment de se défouler, ensuite de se détendre, laisser circuler, de regrouper un peu notre esprit autour d'un seul sujet et ensuite commencer la pratique. Et quand la pratique est finie, d'avoir un moment où on ne fait absolument rien et ensuite on respecte le fait qu'il y a une transition pour reprendre le rythme comme on a fait d'habitude. Bien sûr, il se peut que du coup on n'a pas l'occasion de le faire tous les jours, c'est pas grave. En une seule séance de méditation vraiment efficace, euh, que ce soit du coup une fois par semaine, on avance quand même beaucoup plus que des heures de méditation où en fait on est à côté de la plaque. D'accord. Bon, ça fait déjà un grand bout. J'espère que ça vous a parlé. Je me doute que si j'aurais fait ça en conférence en présence des gens, il y en aurait eu plein de questions. Euh, pour l'adapter à votre cas précis, pour savoir est-ce que celui-là j'ai pas bien compris, vous pouvez l'expliquer un peu plus. N'hésitez pas à mettre les commentaires. Moi, je vais faire le mieux que je peux pour répondre à toutes vos questions. Et j'espère que, en tout cas, ça vous a inspiré à essayer un peu autre chose autour de la méditation et que ça peut ajouter à plus de plaisir à méditer. Je reste là pour l'instant et puis jusqu'à la prochaine vidéo.